Nicolas Sarkozy était aujourd'hui à la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin, la plus ancienne du parc français. Un site symbolique qui cristallise les tensions autour de la sûreté nucléaire en France. Le chef de l'État a répété son engagement en matière d'énergie nucléaire et s'est posé en sauveur de la centrale. Pour lui, pas question de la fermer comme le promet son rival socialiste François Hollande s'il est élu. Dans le même temps, l'un de ses conseillers est allé à la rencontre des anti-nucléaires à 7 km de là, à Iterun. Les forces de l'ordre avaient empêché les militants de s'approcher de Fessenheim. Ils voulaient eux aussi être entendus par le président de la République. Les militants et élus antinucléaires avaient choisi de se rassembler à Iterun, à 7 km de Fessenheim, pour plaider la fermeture de la centrale nucléaire. C'est finalement un conseiller de Nicolas Sarkozy qui est venu à leur rencontre pour recevoir les doléances de 6 représentants d'associations. On va dire aux conseillers du président ce que nous pensons de cette centrale, qu'elle est vieille, en zone sismique, sous le niveau du Grand Canal d'Alsace, que quels que soient les travaux qui sont prévus, dont on ignore aujourd'hui le coût, ça ne changera rien au fait qu'elle restera en zone sismique, qu'elle restera sous le niveau du Grand Canal et qu'elle aura, aujourd'hui, elle a 34 ans. 1 heure après ce huis clos, les militants ressortent déçus. La fermeture de la centrale ne fait pas partie du programme du président de la République. On lui a quand même rappelé aussi que si jamais il y avait un souci que des milliers, voire des millions de personnes devaient en souffrir dans leur chair, c'est bien lui et son chef qui représentaient, qui en seraient le responsable. Très remontés les militants, car le discours sur la sûreté nucléaire, ils n'y croient pas. C'est pourtant celui de l'Élysée. Pour les satisfaire, il aurait fallu que j'entre tout à fait dans le raisonnement. C'est pas le cas. Les pouvoirs publics français ont confiance, là encore, dans le parc nucléaire tel qu'il existe. C'est une confiance qui n'est pas une confiance aveugle. Et c'est ce que je leur ai expliqué. Le conseiller du président est reparti sous les huées, mais avec en poche la lettre des antinucléaires adressée au président de la République. Les militants auront au moins eu la satisfaction de faire entendre leur voix au niveau de l'Élysée. Un mouvement rarissime a eu lieu aujourd'hui devant le tribunal d'Evry. Les policiers venus par centaines ont manifesté pour dénoncer le laxisme du parquet concernant les outrages, rébellions et violences auxquels ils sont confrontés. Cette mobilisation témoigne des tensions entre les mondes policiers et judiciaires. Et ce que nous attendons, c'est d'avoir une justice qui nous soutienne quand nous sommes victimes, quand nous sommes agressés, quand nous sommes outragés. 300 policiers en colère devant le tribunal d'Evry. Une première qui témoigne d'une réelle tension entre les forces de l'ordre et la justice. Mais cette fois fait rarissime, ce sont les magistrats du parquet qui sont dans le collimateur des policiers. Les délinquants notoires aujourd'hui ont un sentiment d'impunité terrible, et ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler sur le terrain et on n'est plus légitime. Agression de policiers classée sans suite, mise en cause des fonctionnaires par les magistrats du ministère public censés les défendre. Pour beaucoup d'entre eux, la coupe est pleine. Et ils sont venus le dire en personne à la procureure. Nous l'avons invité quand même à mener une réflexion sur les réquisitions de son parquet, sur l'attitude du parquet envers les policiers, sur peut-être les moyens de communication pour qu'on puisse s'entendre. Je ne peux pas laisser dire que le parquet d'Evry que je dirige ne soutiendrait donc pas les policiers dans leur action au quotidien. Ce n'est pas un parquet qui est enfermé donc, dans une sorte de tour d'ivoire et qui serait coupé donc, des policiers et plus généralement même des gendarmes, bien au contraire. L'année dernière, les outrages et rébellions à agents de la force publique ont donné lieu à 277 poursuites dans le seul département de l'Essonne. Un chiffre que les policiers opposent à leurs 300 collègues blessés en exercice. Bref, après la Seine-Saint-Denis en 2010, c'est maintenant dans l'Essonne que les rapports se tendent entre la justice et la police. 3 départements du sud de la France placés en vigilance orange, neige et verglas cet après-midi sont concernés les Bouches-du-Rhône, le Var et la Haute-Corse, où les premiers flocons devraient tomber dès demain matin. 52 départements sont toujours en vigilance grand froid et Météo France annonce une nouvelle chute des températures la nuit prochaine. Un froid glacial qui continue de faire des victimes. 6 personnes sont mortes à cause du froid en une seule semaine. Les urgences aussi sont submergées. Les trottoirs se sont transformés en patinoires, luxations, fractures ou entorses. Les services enregistrent de nombreuses chutes chaque jour. Dans le Calvados et l'Orne, les transports scolaires sont à l'arrêt.
Moins 13 degrés dehors ce matin à 8h15. Les seuls élèves qui ont bravé le froid pour aller à l'école habitent à côté ou sont déposés par leurs parents qui font le taxi depuis lundi. Je viens du SAP, donc à 15 km. Est-ce que c'est compliqué de venir? Pas du tout. Pas du tout, je comprends même pas que les cars... Est-ce que les cars passent? Eh ben, je comprends pas que le Conseil général bloque les cars pour rien. La moitié des élèves ici habitent à la campagne et sont dépendants des transports scolaires. Quand le service est supprimé, forcément, dans les rangs, c'est l'hécatombe. On a à peu près 245 élèves. Lundi matin, il y en avait 50. Et puis on a fait un maillage serré des absences. Et dès le mardi, on a eu 120 élèves. Les enseignants, eux, sont bien là et les cours sont assurés normalement avec une vigilance particulière lors de l'appel. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 présents, 10 absents. On va travailler sans vraiment travailler. Enfin, on va meubler, quoi. D'accord, donc là tu as fait le pointage des présents. Hein, ouais. Aujourd'hui, c'est presque moitié-moitié. Il manque 110 enfants dans le collège. Pour l'instant, c'est vrai que les enfants qui sont isolés et qui prennent le car, on téléphone pour parents, ça va de soi. Après, on a toujours des cas particuliers d'enfants qui habitent sur la commune et qui ne sont pas là. Donc là, on les reverra à la rentrée, on a placé 2-3 coups de fil. Et puis, c'est parce que les copains ne sont pas là, parce que les profs ne sont pas là. Donc il y a toujours une bonne raison pour ne pas venir, même quand on habite à 300 mètres du collège, quoi. À cause de tout ce blanc, les troisièmes ont échappé cette semaine à leur brevet blanc. Ce n'est que partie remise. L'examen, si le temps le permet, a été reporté à la rentrée. Le syndrome du bébé secoué est un fléau. 700 cas sont recensés chaque année en France. 50% ont de graves séquelles. Parfois, c'est la mort. Le procès d'un père de famille se déroule actuellement à Saint-Omer. L'homme est accusé d'avoir tué son enfant, excédé par les pleurs du nourrisson. J'ai pété un plomb, je l'ai secoué pour qu'il se taise. Le jeune accusé a 19 ans et il reconnaît tout. Il a tué son bébé sans le vouloir, en le secouant très violemment, excédé par 3 jours de pleurs. C'était il y a 4 ans. Un geste que ne lui pardonne pas la mère de l'enfant, absente au moment du drame. Le gars a commencé à pleurer et sans faire exprès, il l'aurait mis dans la coquille, dans la coque que je mettais dedans. Il l'aurait cogné sur la barre de la coquille. Et puis lui, après vu que peut-être qu'il ne voyait pas que le gars n'était inconscient, il l'a secoué comme un fou. Et en le secouant, il a cassé tous les membres. Tous ses membres. Et en le secouant, il l'a tué. Il l'a tué. Ça va faire 4 ans qu'il est décédé. J'ai toujours du mal à y croire. Mais pour vous, il n'était pas violent, votre ex-compagnon? Avec moi, si. Si, avec moi, oui. Mais jamais avec mes enfants. Jamais. Un bébé secoué, c'est un geste, comme celui-ci. Un vrai problème de santé publique, évoqué dans le film Police. Bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Eh ben, mon bébé... Il pleure depuis tout à l'heure, moi je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Donc quand vous le secouez, ça le calme? Oui. On le secoue souvent? Bah oui. Un geste fait dans l'inconscience. Les parents ignorent que les conséquences peuvent être tragiques. 700 bébés au moins sont victimes de ce syndrome chaque année en France. 50% gardent de très graves séquelles, cécité, tétraplégie par exemple. Pour l'association de défense des enfants victimes, le syndrome du bébé secoué est un fléau et seule la prévention peut être efficace. Aujourd'hui, la prévention, elle n'est pas faite. Elle existe peu. On sollicite les institutions et le gouvernement depuis 2003. Nous, en tant qu'association, on fait un travail sur le terrain quotidien pour informer les professionnels de la santé, de l'enfance et les parents, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, ce fait divers montre qu'on peut agir. À Saint-Omer, le procès durera jusqu'à demain. La mère de l'enfant attend une peine exemplaire. Son ex-compagnon encourt jusqu'à 15 années de réclusion criminelle. C'est une cérémonie placée sous le signe de l'émotion. Les Jeux Olympiques d'Albertville ont fêté leurs 20 ans hier soir en présence des organisateurs, sportifs et bénévoles. Un événement inoubliable qui a permis le désenclavement de la Tarentaise et le développement touristique de la Savoie.
Albertville. L'annonce de Juan Antonio Samaranch est toute une histoire qui rejaillit. Celle de 1992, de ces Jeux Olympiques avec l'évocation de sa fameuse cérémonie d'ouverture. Elle a marqué la mémoire collective de la planète. Hier soir, le public de la Halle Olympique d'Albertville a replongé dans ses souvenirs et retrouvé une fierté. Fierté d'avoir participé à cette formidable aventure humaine, d'avoir été un des 8647 bénévoles. C'est une communion. C'est retrouver les choses qu'on a vécues. Par exemple, les images de la cérémonie, que je n'ai pas revues depuis 20 ans, que j'ai à la maison sur cassette. Mais voilà, c'était l'occasion de les revivre, et c'était comme si c'était hier. Communion avec les sportifs médaillés aux Jeux, eux aussi très émus. Ça reste des moments évidemment inoubliables. Oui, inoubliable, gravé à jamais. On était chez nous, dans notre pays, devant nos amis, nos supporters. On ne pouvait pas rêver mieux. Alors bien sûr, le désir de revivre des Jeux Olympiques en France se faisait sentir hier soir. Pour les initiateurs de l'aventure, Jean-Claude Killy, Michel Barnier, aucun doute, l'échec d'Annecy 2018 ne doit pas briser l'élan. Il n'y a pas de honte à être battu aux Jeux. C'est une compétition. Nous avons eu cette chance d'une conjonction de travail, d'efforts, de dossiers, de double candidature de la France, la candidature de Barcelone qui nous a permis de gagner tout ça étant mis ensemble. Donc il faut que la France garde cette ambition d'avoir les Jeux d'hiver un jour et les Jeux d'été aussi, j'espère, à Paris. Un espoir formulé très clairement hier par Jacques Rogge, l'actuel président du Comité international olympique. Dans l'avenir, et que j'espère pas trop longtemps, une nouvelle candidature française puisse venir. Je vous remercie. Après Miss France, Miss Nationale, c'est au tour de Miss Germanie. Elle sera élue à Nordrac samedi 11 février. Accompagnée par le Geneviève Fontenay allemand, les 23 candidates sont arrivées dans ce village en plein cœur de la forêt noire, qui espère bien tirer profit de cette visite très médiatisée. C'est un charmant village de 2000 habitants à 500 mètres d'altitude en plein cœur de la forêt noire. Il a la particularité de rassembler toute une vallée sur 12 km de long. Bienvenue à Nordraar. Ici, on vit de l'agriculture, d'une usine de fabrication de machines et aussi du passage des touristes. Et hier, on attendait le grand événement, l'arrivée des candidates à l'élection de Miss Germanie. On espère que toute cette organisation permettra de faire un peu de publicité au village et de maintenir les emplois dans la vallée. Et les voilà, un rêve en bleu rempli d'étoiles. Une sortie de bus très attendue, elles sont 23, naturellement belles comme le dit le slogan choisi par Nordraar. Et elles sont accompagnées par le Geneviève de Fontenay allemand. C'est très beau ici. Et c'est aussi notre première visite à la campagne. Nous venons volontiers car c'est aussi là qu'habitent nos fans. Photo traditionnelle, avant d'entrer dans la salle des fêtes du village, qui a fait le plein, au grand bonheur du maire. Il y a de beaux paysages à Nordraar et ces dames sont aussi très jolies, donc cela va bien ensemble. Cela nous aidera à mettre en avant les produits de la campagne et le monde agricole. Et puis aller, répétition générale avant l'élection qui aura lieu samedi 11 février à l'Europa Park de Rust. Parmi les candidates, Miss Bade-Württemberg, elle vient de la région des Trois Frontières et a toutes ses chances. Je trouve ça bien. Je viens aussi d'un petit village comme ici et je me sens un peu comme à la maison. Tous les habitants m'accueillent avec le sourire. C'est super. Développement économique et touristique, l'enjeu pour Nordraar n'est pas des moindres. Et le village, qui s'enorgueillit de son musée de la poupée, a déjà immortalisé la Miss Germanie de cette année. Le froid réserve de belles surprises, la nature se transforme, se sculpte et offre un spectacle somptueux à ceux qui ont le courage de mettre le nez dehors. C'est le cas notamment dans le Jura, avec la cascade du Hérisson. Glacé, on a le sentiment que le temps s'est arrêté. La magie du grand froid est passée par là. Prisonniers de la glace, les 80 mètres de la cascade du Hérisson offrent un spectacle féerique, une sculpture gigantesque dessinée au fil des nuits glaciales et que l'on vient spécialement admirer. Mes beaux-parents sont de Brest, donc j'ai été les chercher ce matin en Brest. Et voilà, on vient, profite c'est majestueux quoi, c'est majestueux.
Un paysage éphémère que l'on vient immortaliser avant que le redout ne vienne rendre dans quelques jours toute sa puissance à la cascade. Une beauté imperturbable, figée au milieu de cette nature endormie, un joyau de glace au cœur de l'hiver. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.